Bonjour à tous. On entend souvent l'expression avoir le foie gras. Bon, ok, pour les fêtes, on voit ce que c'est, mais quand ça n'a rien à voir avec l'alcool, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Bonjour, oui, c'est une très bonne question. On va parler de ça aujourd'hui. La stéatose hépatique non alcoolique. Derrière ce nom un peu compliqué, Oui, euh, un peu médical, hein? voilà, c'est simplement en fait une accumulation de graisse dans le foie. Trop de graisse. Ok. Et l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre ce que c'est, pourquoi il faut y faire attention, mais sans paniquer non plus, c'est ça. Et surtout voir comment on peut agir. Exactement. On va essayer de faire un tour d'horizon clair en se basant sur des guides pour les patients et des infos médicales récentes. Le but, c'est vraiment d'avoir les idées claires sur ce qu'est la stéatose et puis comment on la gère au quotidien. Parfait. Alors, commençons par le début. La stéatose, qu'est-ce que c'est, plus précisément? Comme je disais, c'est quand les cellules du foie stockent trop de graisse. On dit que c'est une stéatose quand plus de 5% des cellules sont concernées. Faut imaginer le foie comme une sorte de centrale de traitement des graisses qu'on mange. Une usine, ouais. C'est ça. Et cette usine, elle n'est pas faite pour stocker massivement. Normalement, la graisse, elle transite, elle est utilisée ou éliminée. D'accord. Et au début, on sent quelque chose? Justement, non. C'est ça qui est un peu piège. Le plus souvent, il n'y a aucun symptôme. On peut la découvrir un peu par hasard, lors d'une échographie par exemple. Le médecin voit alors un foie qui paraît plus brillant que la normale, parfois un peu plus gros. Ok, donc silencieux au début. Alors si on sent rien, pourquoi on nous dit qu'il faut quand même s'en préoccuper? C'est quoi le risque en fait? Alors, le risque, c'est l'évolution possible. Cette simple accumulation de graisse, la stéatose simple, elle peut, chez certaines personnes, s'enflammer. C'est ce qu'on appelle la NASH. NASH. Oui, NASH, stéatohépatite non alcoolique. Là, l'inflammation abîme les cellules du foie. Elles peuvent gonfler, on parle de ballonisation, c'est un peu imagé, mais ça montre qu'elles souffrent. Ah oui, je vois. Et si cette inflammation persiste, elle peut entraîner la formation de cicatrices dans le foie. C'est la fibrose. La fibrose, d'accord. Et ça peut devenir sérieux. Oui, parce que la fibrose, si elle progresse, elle peut mener à la cirrhose. Et la cirrhose, ça augmente le risque de complications graves, y compris le cancer du foie. Bon, là, ça commence à faire un peu peur, quand même. Oui, mais attention, il faut nuancer, c'est très important. D'abord, l'évolution vers la cirrhose ou le cancer à partir d'une stéatose simple, c'est pas systématique, loin de là. Le risque individuel est faible et ça prend souvent des années, voire des décennies. Ok, donc c'est lent. C'est lent. Et surtout, il y a un autre risque, encore plus fréquent et plus immédiat, le risque cardiovasculaire. Ah bon, le cœur. Quel rapport? En fait, la stéatose, c'est souvent un signe que quelque chose ne va pas dans le métabolisme général. C'est très lié au surpoids, au diabète de type 2, à l'hypertension, aux problèmes de cholestérol, tout ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Et ça, ce syndrome, c'est un facteur de risque majeur pour les maladies du cœur et des vaisseaux. D'ailleurs, c'est la première cause de mortalité chez les personnes qui ont une stéatose, avant même les problèmes de foie. D'accord, je comprends mieux. Donc, c'est un signal d'alerte pour la santé globale, en fait. Voilà, exactement. C'est un problème de santé publique, ça touche énormément de monde, on parle d'un quart à un tiers des adultes. Mais il faut le voir comme un avertissement, une chance de réagir. Parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Ah, ça, c'est important. Réversible. Et comment on fait? Il y a des médicaments? Alors pour l'instant, non. Il n'y a pas de médicament spécifiquement approuvé pour traiter la stéatose ou la NASH. La recherche avance, mais aujourd'hui, la seule solution vraiment efficace, c'est de changer son mode de vie. Le fameux changer son mode de vie. Ça veut dire quoi concrètement? Ça repose sur 3 piliers principaux. Premièrement, la perte de poids, si nécessaire. Deuxièmement, adapter son alimentation. Et troisièmement, bouger plus et être moins sédentaire. Ok, allons-y point par point. La perte de poids. Faut perdre beaucoup, Pas forcément énormément. L'objectif, c'est de viser une perte de 5 à 10% de son poids initial sur environ 6 mois. Même 5%, ça a déjà un impact positif sur la graisse dans le foie. 5 à 10%. Pour quelqu'un de 80 kilos, ça fait entre 4 et 8 kilos. C'est atteignable, ça. Oui, c'est un objectif réaliste. Et si la perte est plus importante, disons plus de 10%, et surtout si elle est maintenue dans le temps, on peut même voir la fibrose, si elle avait commencé, régresser. C'est assez incroyable. D'accord. Deuxième pilier, l'alimentation. Le régime méditerranéen revient souvent. C'est quoi exactement? C'est une alimentation riche en légumineuses, lentilles, pois chiches, etc., en céréales complètes, en fruits. On utilise de bonnes huiles, comme l'huile d'olive, l'huile de colza. Surtout, limiter la viande rouge, les graisses saturées, qu'on trouve beaucoup dans le fast-food, les plats préparés. Et un point très important, les sucres ajoutés. Les sucres?
Surtout ceux des boissons, j'imagine? Exactement, les sodas, les jus de fruits industriels, mais aussi les sucres cachés dans beaucoup de produits transformés, les gâteaux, les biscuits. Faut essayer de lire un peu les étiquettes. Si un produit contient plus de 20 grammes de sucre pour 100 grammes, méfiance. Bon conseil. Et d'autres astuces? Oui, des choses simples. Essayez de cuisiner maison le plus possible. Ça permet de contrôler ce qu'on met dedans. Manger lentement, ça aide à sentir la satiété. Et boire de l'eau plutôt des boissons sucrées. Logique. Troisième pilier, bouger plus. Ça veut dire faire du sport à fond? Pas nécessairement. L'idée, c'est déjà de lutter contre la sédentarité, c'est-à-dire éviter de rester assis trop longtemps. L'idéal, ce serait moins de 7 heures assis par jour en faisant des pauses pour se lever, marcher un peu. Ah oui, juste bouger régulièrement dans la journée, ça compte. Ça compte énormément. Et ensuite, oui, l'activité physique. L'objectif recommandé, c'est au moins 150 minutes par semaine d'activité d'intensité modérée. Ça peut être de la marche rapide, du vélo tranquille, de la natation lente. Ou alors plus intense mais moins longtemps. C'est ça, ou 75 minutes par semaine d'intensité élevée, comme la course à pied, le vélo rapide. Mais franchement, toute activité est bonne à prendre. Marcher pour aller au travail, jardiner, monter les escaliers, l'important, c'est la régularité. Bien sûr. Faut trouver quelque chose qu'on aime pour tenir. Exactement. Et juste une précaution, si on n'a pas fait de sport depuis longtemps ou si on veut se lancer dans une activité intense, c'est bien d'en parler à son médecin avant. Sage conseil. Mais tenir ces changements sur la durée, c'est pas facile. Les sources disent que beaucoup de gens n'y arrivent pas seuls. C'est le vrai défi, oui. Maintenir ces nouvelles habitudes, ça demande un effort constant. C'est pour ça que le soutien est crucial. Le soutien de l'entourage, de la famille, des amis, et puis un accompagnement par des professionnels, ça aide beaucoup. Le médecin traitant, bien sûr, un diététicien ou une diététicienne, parfois un psychologue si besoin, ça augmente vraiment les chances de succès à long terme. Ok. Donc, on met en place ces changements. Comment on sait si ça marche? Quel suivi médical il faut prévoir? Le suivi est indispensable, bien sûr. Ça commence souvent par un bilan pour voir où on en est avec les autres facteurs de risque, tension, sucre dans le sang, cholestérol. Pour le foie spécifiquement, on fait une prise de sang. Pour regarder quoi dans le sang? Principalement les enzymes du foie, les transaminases, AST et ALT. Si elles sont élevées, ça peut être un signe d'inflammation, de NASH. On calcule aussi souvent un score, le FIB4. C'est un calcul simple qui utilise l'âge, les plaquettes, l'AST et l'ALT. FIB4. Et ça sert à quoi ce score? Ça donne une estimation du risque d'avoir une fibrose avancée sans avoir besoin de faire un examen plus poussé au départ. C'est un outil de tri, en quelque sorte. Malin. Et si ce FIB4 est élevé? Si le FIB4 est bas, en général en dessous de 1,30, le risque de fibrose sévère est faible. On continue de surveiller les autres problèmes de santé et on encourage le mode de vie sain. Si le score est plus élevé, là, il faut aller voir plus loin. Et comment on va voir plus loin? L'échographie, on l'a dit, elle voit la graisse, mais elle n'est pas très précise pour la fibrose. Donc, l'examen recommandé dans ce cas, c'est souvent le fibroscan, qu'on appelle aussi élastographie. Fibroscan, c'est quoi ça? C'est un examen non douloureux, un peu comme une échographie, qui mesure l'élasticité du foie. Plus le foie est rigide, plus il y a de risques qu'il y ait de la fibrose. Ça donne une mesure plus précise du stade de la fibrose. Et on le fait souvent, cet examen? Ça dépend du résultat. S'il n'y a pas ou peu de fibrose, stade F0, F1, on peut le refaire tous les 2 ou 3 ans pour vérifier que ça ne bouge pas. Si la fibrose est plus avancée, F3 ou F4, qui correspond à la cirrhose, le suivi sera plus rapproché, souvent annuel. C'est le médecin qui adapte le suivi à chaque personne. D'accord, c'est un suivi personnalisé. Très clair. Donc, pour résumer tout ça, la stéatose, c'est trop de graisse dans le foie. C'est fréquent, souvent lié à notre mode de vie, l'alimentation, le manque d'activité. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Oui, Perte de poids, manger mieux, bouger plus, ça peut vraiment inverser la tendance. Et puis, un suivi médical régulier est là pour nous guider et vérifier que tout va bien. c'est exactement ça. Et peut-être une dernière chose pour la route, les sources rappellent souvent que le foie est un organe incroyable. Il a une capacité de régénération assez phénoménale quand il est agressé. Ah oui, c'est vrai, savoir ça, savoir que notre corps a cette force en lui, cette résilience, peut-être que ça peut être une source de motivation supplémentaire, non? Pour faire ces changements, pour l'aider à se réparer, avant que les choses ne deviennent plus compliquées. C'est une piste de réflexion, je trouve.